Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, je suis Merwan, le fondateur de Babine. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Maud Clavel, un docteur vétérinaire spécialisé en nutrition. Alors on va échanger, sur un sujet essentiel, mais encore trop peu connu des propriétaires de chiens. Je parle bien sûr de l'alimentation. On va voir ensemble comment l'alimentation influence sur la santé, la digestion et l'énergie de nos animaux, mais aussi les erreurs les plus fréquentes, les différentes catégories d'alimentation et comment faire les bons choix pour son chien, que ce soit avec des croquettes, de l'alimentation naturelle, du barf ou un mix de tout ça. Bref, une discussion qui se veut utile et pratique pour tous les propriétaires de chiens sur l'île de la Réunion. Allez, on est parti. Bon, tout d'abord, bonjour Maude, comment Bonjour tu vas? Merwan. Très bien, et toi? Merci de m'avoir invitée aujourd'hui pour parler Écoute, de la nutrition des chiens. eh ben, écoute, moi ça va aussi, ravi de pouvoir échanger de l'alimentation des chiens avec toi. Alors, pour démarrer, est-ce que je peux te demander de te présenter, nous expliquer ton quotidien? Ouais, bien sûr. Alors, je suis docteur vétérinaire, diplômée depuis 2007 de l'école vétérinaire de Lyon. J'ai exercé une dizaine d'années en tant que vétérinaire généraliste, avec une petite préférence pour la médecine interne. Et puis, j'ai découvert l'importance de la nutrition comme étant une discipline transversale dans l'ensemble des disciplines qu'on a à gérer en tant que vétérinaire, que ce soit sur la médecine préventive et bien évidemment dans les différentes pathologies présentées par les chiens. J'ai donc passé un CES de diététique canine et féline qui m'a permis du coup de me spécialiser et depuis 10 ans maintenant, j'exerce exclusivement en nutrition. Donc je reçois des chiens et des chats, pour leur prise en charge nutritionnelle, qu'ils soient en bonne santé, ou malades. J'ai l'occasion OK. également de faire beaucoup de formations, auprès, de la profession vétérinaire et de tout acteur, du monde animal. OK, très clair. Ouais, très bien. Bon, je me permets de te poser la question, qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser, en nutrition, particulièrement en nutrition vétérinaire? Qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser là-dedans? Ce que j'ai bien aimé sur l'aspect, nutrition, c'était aussi avant tout déjà dans mon cœur de métier de vétérinaire et de praticien, c'est toujours, la volonté d'améliorer, la qualité, de vie et la longévité, de nos patients. Et quand j'ai découvert progressivement dans une formation, de médecine interne, l'importance qu'avait la nutrition tant dans la prévention que dans la prise en charge des différentes pathologies, je me suis dit qu'on pouvait pas, exercer son métier de vétérinaire sans, parler et être formé en nutrition. Donc ça a été le moteur de la formation. Et puis parce que finalement quand on fait de la nutrition, on a vraiment un regard, transversal et puis avec, de la prise de hauteur sur notre patient. Aujourd'hui, la médecine vétérinaire, c'est aussi spécialisé comme en humaine, donc bon, chaque spécialiste voit son organe indépendamment et quand on fait de la nutrition, eh bien, on est obligé, de voir le système en entier, comment fonctionne, le chien ou le chat. Et donc j'aime bien cette prise de recul après mon expérience de généraliste, de voir toutes les interactions qu'on peut avoir entre les différents organes par le biais aussi de la nutrition. OK, merci pour cette précision, c'est chouette. Maintenant ce que je te propose, c'est qu'on rentre, dans le détail de cet échange, voir en fait comment la nutrition affecte concrètement la santé des chiens. Heu, 1 question que je peux te poser, c'est quoi les problèmes de santé les plus fréquents liés à une mauvaise alimentation? On pourrait Alors je aussi le dirais dire que pour les chats aussi. le problème le plus fréquent, alors peut-être que vous rencontrez moins sur l'île de la Réunion, mais qu'on rencontre beaucoup nous en métropole, c'est bien sûr le surpoids et l'obésité. Aujourd'hui, la suralimentation avec un aliment peu adapté, la stérilisation et surtout la sédentarité sont des facteurs majeurs du surpoids et de l'obésité, qui vont entraîner aussi d'autres maladies endocriniennes, du diabète sucré par exemple, chez le chat, majorer, les contraintes ostéo-articulaires et donc la douleur sur des animaux qui commenceraient à présenter, de l'arthrose, des problèmes dermatologie, hein. Des fois les chats ils arrivent pas à faire complètement leur toilette, donc on a des problèmes dermato qui sont en lien, avec le surpoids, l'augmentation des, facteurs de risque, des problèmes urinaires, également chez le chat. Donc vraiment ça c'est la pierre angulaire. Et puis on va retrouver beaucoup également de troubles digestifs qui peuvent être, aussi en lien avec une perturbation du microbiote intestinal et différentes, origines, possibles. Et puis bien sûr de la maladie rénale chronique chez le chien qui prend de l'âge, de la cancérologie. Aujourd'hui on fait des dépistages, heu et on a accès à des moyens, des examens complémentaires qui nous permettent de mettre en évidence, beaucoup plus de pathologies qu'avant. Donc vraiment, plein de pathologies parce qu'aujourd'hui nos animaux sont aussi, mieux médicalisés. Donc ça permet, de poser un diagnostic.
à partir des différents symptômes que l'on rencontre. Et vraiment, la nutrition va avoir un rôle majeur pour chacune de ces pathologies, avec des adaptations parfois minimes. Et puis parfois, c'est effectivement l'essence même de la prise en charge de l'affection. OK, très clair, merci. Alors je me permets de digresser un peu. Heu, il y a une étude que je vois souvent passer, qui date d'il y a déjà 20 ans, hein, c'était en 2006. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle La malbouffe ou la vie, des docteurs, vétérinaires Lippert et Sapie. Dedans, il y a notamment une étude qui est encore beaucoup utilisée aujourd'hui dans le milieu de la pet food, comme quoi l'alimentation, a un impact sur l'espérance de vie de son chien. Et dans l'ouvrage, on voit notamment une étude qui montre qu'avec une alimentation, comment dire, naturelle à base de rations ménagères, la durée de vie, est augmentée de 3 ans. Voilà, on est quasiment 20 ans, après aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de cette étude et des autres qu'on peut trouver aussi? Voilà, c'est quoi ton regard sur ça? Alors déjà, mon regard de scientifique, c'est toujours d'apporter un regard critique. La critique n'est pas forcément négative sur toutes les études que l'on voit passer, parce qu'il y a des biais, et c'est normal, il n'y a pas d'études scientifiques qui soient parfaites. Pour qu'elles soient publiées, ça dépend le degré de publication, il faut apporter quand même des preuves scientifiques, des résultats que l'on démontre. Voilà, attention. Et puis des fois, ces études, elles sont reprises, pas toujours bien lues dans l'intégralité et dont on tire des fois les conclusions qui nous arrangent. Donc attention, parce qu'aujourd'hui, on lit quand même beaucoup de choses sur le web et pas mal transformées. Ce qui est sûr, c'est que ce qui augmente l'espérance de vie de nos animaux aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, une alimentation complète, équilibrée, qui permet de couvrir leurs besoins à la fois énergétiques, mais également en couvrant tous les besoins nutritionnels essentiels. Donc mon rôle, moi, de vétérinaire, hein, quand je fais de la prescription en nutrition, c'est vraiment d'aller mesurer, calculer ces différents besoins et finalement d'aller trouver derrière l'alimentation qui convient. Finalement, une bonne alimentation, c'est une alimentation qui va donc couvrir l'ensemble de ces besoins, que ce soit des croquettes, une ration ménagère ou du barf. Ça, c'est la première chose. Et donc, effectivement, ce qui est très important dans ce type d'aliment, c'est d'aller vérifier, la formulation, la recette, et que tout soit complètement complet. On a quand même effectivement une grosse différence entre du pet food industriel, puisque c'est un produit qui est transformé, qui subit des modifications physico-chimiques importantes, ce qui va être différent d'une ration ménagère et encore plus d'une ration barf. Donc on peut imaginer effectivement avoir une dégradation de certains nutriments. Faut bien se dire aussi, même si tous les industriels ne travaillent pas forcément de la même manière, qu'ils ont bien conscience de ces dégradations-là et qui pourraient effectivement compléter ce qu'ils peuvent faire en industriel qui est pas possible en ration ménagère. Mais il est certain qu'une alimentation plus saine, avec moins d'ingrédients, avec des produits de qualité judicieusement choisis, tant dans les apports en protéines, en acides gras essentiels ou en glucides, sans oublier toujours cette partie de micronutriments qui est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Mais si on apporte tout ça, effectivement, de qualité, la ration ménagère est une ration qui est très intéressante pour nourrir les chiens malades ou en bonne santé, bien évidemment. OK, merci, c'est très clair. Alors, tu as déjà commencé à en parler, mais moi j'aime bien dire que, effectivement pour nourrir son animal, il y a trois grandes catégories, pour l'alimenter. Il y a soit effectivement, comme tu l'as dit, la nourriture qu'on va qualifier d'industrielle avec des croquettes, ou du pâté, hein, qu'on peut retrouver. Et à côté de ça, on va dire une autre catégorie qui peut avoir 2 sous-catégories qui va être l'alimentation naturelle avec effectivement, comme tu le citais, les rations ménagères ou les repas complets. Et à côté de ça, on va avoir aussi, le barf du coup de l'alimentation crue. Toi, t'en penses quoi de ces trois façons d'alimenter son animal? Est-ce que tu vois des avantages, des inconvénients? Donc tu as déjà partiellement répondu à la question, mais voilà, qu'est-ce que tu vois comme avantages et inconvénients? Alors moi, dans mon métier de vétérinaire, j'aime bien ne pas faire focus sur l'aliment et finalement le garder à la fin de la prise en charge nutritionnelle de mes patients. C'est-à-dire que je j'aime pas partir dans la comparaison des différents aliments puisqu'ils ont chacun des avantages et des inconvénients qui peuvent convenir ou pas aux patients dont j'ai la charge de lui proposer une ration alimentaire. Donc il n'y a pas d'aliments parfaits, il n'y a que des aliments finalement qui conviennent à un animal et c'est vraiment il y a un jeu pour les enfants qui s'appelle Qui mange quoi. Donc quand on a du foin et un lapin, ça matche bien. Si vous mettez du foin avec un chien, ça matche pas. Non pas que l'aliment finalement soit pas bien, c'est juste qu'il est pas adapté.
Donc ça, c'est une image que j'aime bien reprendre avec les propriétaires parce que du coup, c'est facile à comprendre. Hem, on a, des propriétaires qui vont avoir des souhaits particuliers, des contraintes financières, de temps, et cetera. Ça aussi, ça va orienter sur le choix, de l'aliment. J'aime bien imager dans mes formations, cette prise en charge globale de la nutrition avec, l'image d'une marguerite. Finalement, le cœur de la marguerite, c'est les besoins nutritionnels du chien et ça, pour moi, il y a pas d'impasse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer à un animal un aliment qui ne lui serait pas adapté pour, des idéologies, des contraintes, voilà. Mais, la prescription, elle doit aussi tenir compte, eh bien, des contraintes financières, économiques, de temps du propriétaire, savoir s'il est multipossesseur, hem, si l'animal, bah, bien sûr, accepte ou pas, l'aliment. Donc tout ça, finalement, rentre en ligne de compte dans ce choix, de l'aliment. Donc il y a certains cas, l'aliment industriel, typiquement pour des animaux intolérants alimentaires dont on veut faire le diagnostic. Eh bien aujourd'hui, le gold standard, scientifique, c'est l'utilisation d'un certain type d'aliments industriels secs. Mais à la fois, on sait aussi que si on veut un aliment le moins calorique possible pour aider la perte de poids, l'alimentation sans glucides, de type ration ménagère humide et volumineuse est la plus indiquée pour cette prise en charge-là. Donc vraiment le choix de l'aliment va être, très personnel en fonction du cas, que je vais avoir, en face de moi. Et puis parce que parfois ça arrive, hein, typiquement chez les chats, qui vont avoir des préférences alimentaires pour lequel on voudrait lui donner une alimentation humide, de la pâtée ou de la ration ménagère et le chat, il veut pas du tout manger ce que l'on a décidé parce qu'il adore manger des croquettes et qu'il ne veut pas changer de son alimentation. Donc voilà, il y a vraiment tous ces aspects à prendre en compte, le mode de distribution de l'aliment, et cetera, les habitudes alimentaires, de l'animal qui vont nous orienter vers l'une ou l'autre, des options, nutritionnelles. OK, ça marche, très clair, merci. Hem, J'avais une autre question, c'est plus, en termes de tendance, voilà, il y a de plus en plus de propriétaires de chiens qui passent, soit sur de la ration ménagère, soit sur un régime BARF. Qu'est-ce que tu vois comme risque, par rapport à ce type de régime, notamment sur le long terme? Voilà, si c'est pas équilibré ou s'il y a pas de compléments minéralo-vitaminés, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, ce qui est sûr, c'est que si c'est une alimentation complète et équilibrée, je dirais aucun souci. Au contraire, le propriétaire prend du plaisir à préparer, sa ration et c'est surtout, il prend aussi beaucoup de plaisir à voir son animal manger cette alimentation-là. Parce que forcément, quand on propose à un chien une alimentation, ration ménagère ou une ration BARF, en général, ils sont, super enclins, ils sautent partout, beaucoup moins qu'avec un bol de croquettes. Donc ça, on va pas se cacher, il y a un vrai plaisir, qui est lié à ça. Le gros risque, c'est effectivement que cette ration ne soit pas suffisamment bien adaptée à son animal parce que finalement pas calculée de manière personnalisée. Et autant finalement on pourrait se dire, bah tiens, je vais mettre classiquement, tu sais Merwan, on disait avant un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de viande, un tiers de riz, un tiers de légumes. Alors on fait pas d'énormes catastrophes en faisant comme ça, mais toutefois, ça reste pas adapté à des besoins qui seraient particuliers. Et puis là, on parle que des macronutriments et on parle pas de cette couverture effectivement en micronutriments qui va être indispensable. Alors, le problème en nutrition, c'est qu'on a peu d'examens complémentaires pour mettre en évidence des carences nutritionnelles ou une dénutrition. Et c'est vraiment que dans des cas, assez poussés, finalement, que l'animal va présenter des signes cliniques. Et moi, aujourd'hui, en tant que vétérinaire, eh bien, je m'assure que les animaux mangent une alimentation qui corresponde à leurs besoins. Donc pour ça, je pose une enquête alimentaire avec les habitudes des aliments, des friandises et tous les à côté, nombreux à côté. Et si j'identifie, une carence quelconque dans cette ration, alors je rééquilibre l'aliment avant de médicaliser. Ça fait 10 ans aujourd'hui que je rencontre des patients qui vont présenter des signes cliniques qui ressemblent à rien de ce que j'ai appris dans les textbooks de la médecine vétérinaire et donc qui sont pas réellement une pathologie et assez souvent on y trouve, eh bien une origine nutritionnelle, et donc l'objectif c'est de rééquilibrer cette alimentation qui est finalement, comme disait Hippocrate, il y a déjà quelques siècles, la première médecine. Donc avant tout, il faut bien manger, couvrir ses besoins qui évoluent dans le temps, hein, qui sont pas toujours, les mêmes tout au long de la vie de l'animal, donc ça se réévalue et donc s'assurer, que tous ces besoins soient couverts. Et puis après on parle pathologie et médicaments, quand, on est sûr déjà qu'on n'ait pas de problématique nutritionnelle. OK, ça marche. Il y a une autre question que j'entends souvent, c'est, est-ce qu'on peut mixer, par exemple, de la nourriture industrielle, par exemple des croquettes avec de l'alimentation naturelle, pour souvent, en fait, une question de budget? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que tu le recommandes ou pas? Alors tout est possible.
quand tout est bien équilibré et bien mesuré. Je conseille pas forcément une alimentation mixte chaque jour. Heu, Parce que, sauf si c'est bien mesuré et qu'on a des propriétaires qui sont bien carrés, le risque, c'est de donner plus de l'un, moins de l'autre et du coup, finalement, pas savoir exactement ce que l'on donne. Moi, ce que je préconise plutôt, c'est parfois, donner plutôt une alimentation, sèche, par exemple des croquettes, 2-3 jours dans la semaine et puis donner une alimentation, type ration ménagère les autres jours de la semaine. Ça laisse aussi plus de facilité aux propriétaires finalement pouvoir switcher entre l'un et l'autre. Alors déjà pour des contraintes financières, tu l'as évoqué, des fois des contraintes de temps et donc de pouvoir, voilà, conserver 2 modes alimentaires, ça peut être très intéressant aussi quand à un moment, on est obligé de changer et d'en choisir qu'un, des problèmes pathologiques, que l'animal ait l'habitude de manger des aliments différents. Ça va lui permettre, bien de mieux s'adapter le jour où on se dit: «Bah tiens, il y a que cet aliment qui convient à ses nouveaux besoins». Le seul bémol, puisque quand on a l'habitude de pratiquer ça, on fait pas de transition alimentaire chaque fois qu'on change l'alimentation, ça va être le transit digestif du chien. Donc il faut pouvoir le tester. Si votre chien ne supporte pas de changer d'alimentation, un jour des croquettes, 2 jours de ration ménagère, 3 jours de croquettes, 1 jour de ration ménagère, eh bien dans ce cas-là, il faudra, opter pour un autre mode de distribution. Mais la plupart du temps, quand les animaux sont en bonne santé, ça ne pose aucun problème de mixer, voilà, d'un jour sur l'autre, ce qui me paraît plus facile dans l'organisation, personnelle et familiale que de faire moitié-moitié, de chaque tous les jours, mais ça reste une possibilité quand, c'est bien calculé et qu'on oriente, les propriétaires sur les bonnes quantités à donner. Oui, puis comme tu le disais, bon, chaque chien est singulier ou chat est singulier, donc on s'adapte aussi à l'animal, on voit comment il réagit finalement. Alors J'ai parfois, d'ailleurs, ils réagissent plutôt, je dirais, excessivement bien, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus jamais manger de croquettes. Ouais, Ça, c'est c'est le possible risque. aussi. C'est un risque, c'est Heu, un petit risque, c'est pas très grave. oui, il aura toujours faim pour manger quelque chose, C'est quoi. ça. Heu, il y a une question qui revient souvent, j'avoue que moi je la vois partout. Alors c'est, en fait le sans céréales. On voit un peu partout, pour que ce soit des croquettes, de la ration ménagère, ou autre. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai ou c'est juste quelque chose de marketing? Alors, quid de la vérité? C'est, je pense que c'est un effet, de mode, si je peux me permettre, sans être, critique, qui est venu un peu après finalement la réapparition du barf, parce que le barf, ça a été décrit dans les années 1993, donc certains d'entre vous n'étaient pas nés. Donc c'est une philosophie assez ancienne finalement, qui est revenue un peu au goût du jour dans les années, 2010. Et comme une alimentation barf est une alimentation sans glucides et donc sans céréales, je pense que ça a découlé un peu là-dessus, c'est-à-dire que les industriels qui faisaient, de l'alimentation sèche, eh bien, ont voulu rassurer ces propriétaires qui auraient été tentés de faire du barf, sans, glucides, de leur dire que dans leurs croquettes, il n'y a pas de céréales. Or, dans les croquettes, et c'est le principe de l'extrusion, hein, il faut de l'amidon, qui est un glucide complexe, métabolisable. Donc je vous rassure, hein, les chiens et les chats digèrent très bien les glucides. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont, pour la plupart d'entre eux, en surpoids ou obèses. Et à minima, on a un 20 de glucides dans l'aliment sec pour fabriquer des croquettes. Voilà. Donc ça, c'est une contrainte industrielle et cet amidon a différentes origines. Des céréales, des légumineuses, pois chiches, lentilles, petits pois, ou des tubercules, donc pommes de terre, patates douces. Donc il y a différentes manières d'apporter des glucides et de l'amidon dans une alimentation pour chiens et pour chats. Donc finalement, ce qui est intéressant, je dirais, du point de vue du patient, c'est de savoir est-ce qu'il a besoin d'énergie apportée par les glucides, parce qu'il vit dehors, parce qu'il dépense beaucoup d'énergie, parce que c'est une femelle gestante allaitante, ou est-ce qu'au contraire, c'est un animal stérilisé qui vit en appartement et qui bouge pas trop, et dans ce cas-là, il n'a pas besoin de trop de calories. Et comme les glucides, c'est un nutriment non indispensable, eh bien c'est le seul qu'on peut enlever d'une ration alimentaire. Après, on a vu apparaître sur certains aliments secs, des confrères m'ont posé la question hier, justement, sur la ration ménagère. Les études ont mis en évidence aux États-Unis et un peu en Europe le développement de cardiomyopathie dilatée chez le chien, d'origine nutritionnelle, avec des animaux qui mangeaient des aliments sans céréales. Aujourd'hui, les études, sont à l'arrêt puisqu'ils sont pas arrivés à mettre en évidence. C'est relativement complexe ce phénomène. Ce qu'on sait, c'est quand le diagnostic est posé, il suffit de changer l'alimentation, comme quoi c'est hyper important, pour que ce problème cardiaque disparaisse.
Donc, il ne faut pas dire que tous les aliments sans céréales provoquent des cardiomyopathies dilatées chez le chien. Ce qui est sûr, c'est quand ils ont un problème cardiaque et qu'ils mangent un aliment sans céréales, bah, c'est plutôt mieux d'arrêter et de changer pour un autre type d'aliment. Il est également possible que votre chien, votre chat présente une allergie alimentaire aux céréales, pourquoi pas. Mais rappelez-vous que les allergies alimentaires sont plutôt en lien avec les protéines animales chez le chien et chez le chat. Donc, il suffit de le mettre en évidence. Et pour ça, effectivement, la ration ménagère, en choisissant les ingrédients et en ajoutant un ou en enlevant un, bah, va permettre de mettre en évidence lequel des ingrédients est responsable eh bien, d'une intolérance alimentaire qui sera durée par des troubles dermataux ou de la diarrhée, par exemple. OK, c'est Moi, clair. j'ai pas d'avis. Je suis pas, OK, très clair, anti-céréales et à la fois on peut trouver une autre source de glucides, le cas échéant si ça ne convient pas, à l'animal. bien sûr. Ouais, bien sûr. Bon, tu le sais, moi, j'ai une chienne qui s'appelle Luna. Je me balade un peu partout sur l'île de la Réunion et effectivement, je discute avec pas mal de propriétaires. Il y a quelques questions qu'on pose régulièrement, j'ai celle-ci. Est-ce que, bah, la ration ménagère, l'alimentation naturelle, elle peut aider un chien qui boude sa gamelle ou qui, digère mal, potentiellement certains aliments? Alors oui, c'est une possibilité, mais tu sais Marouane, moi je sors toujours ma petite casquette du véto, avant tout. Un animal qui mangeait un aliment, typiquement, hein, on a ce problème-là, quand ils mangent des croquettes et puis d'un jour, ils veulent plus manger les croquettes. Alors il est possible que l'industriel ait changé la recette, donc ça c'est une possibilité, mais c'est surtout qu'on va rechercher pourquoi il ne mange pas cet aliment, qu'il mangeait jusque-là. Donc on fait une petite exploration, médicale et on met en évidence et quand même souvent, on a une pathologie sous-jacente. Après, je vous cache pas qu'effectivement, le chien, vous lui proposez un steak ou des croquettes, normalement, il préfère le steak aux croquettes. Quoique moi, j'ai déjà eu, une patiente qui enlevait les morceaux de viande sur les croquettes et qui mangeait les croquettes. Bon, elle l'a fait 2 jours, après elle a attaqué quand même par la viande, hein, une fois qu'elle a goûté. Donc voilà, donc le choix de la ration ménagère quand l'animal bout de ses croquettes, moi je vous invite quand même avant à faire réaliser un examen, médical pour s'assurer que ce soit qu'une histoire de goût, de parfum ou un peu de comédie. D'accord? Parce que si on a une vraie anorexie, une perte d'appétit en lien avec une pathologie, bah, finalement la ration ménagère ça va marcher 3-4 jours et progressivement ils vont se mettre à la bouder également. Et du coup, c'est quelques jours aussi de perdu dans la prise en charge de la maladie sous-jacente qui des fois peut faire un peu la différence. Donc, on ne change l'aliment que quand on sait vraiment, finalement, quelle est la raison de, de cette comédie ou pas, ou de cette pathologie et c'est quand même souvent ça. Même si on connaît quand même certaines races de chiens qui, font faire des pirouettes aux propriétaires pour chercher toujours un aliment le plus appétant et ça, on connaît bien ces petits comédiens de Yorkshire, par exemple, sans les citer, sans les discriminer et donc voilà, donc il faut faire la part des choses entre ce qui est comportemental, où ils essaient de vous avoir un peu à votre bon cœur et de ce qui pourrait être une anorexie pathologique. OK. Merci pour ces réponses. J'ai une autre question, c'est quoi le régime alimentaire normal d'un chien quand il va se nourrir de repas complets, de rations ménagères? Tu as déjà commencé à en parler tout à l'heure avec les protéines animales, le 30-30-30. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus en détail, là-dedans? Peut-être préciser, en fait, quel type de protéines animales? Est-ce que ça inclut les abats, par exemple, qu'on peut voir aussi? Voilà. Est-ce que tu peux nous apporter, des réponses là-dessus? Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, l'idée, on démarre par le calcul des besoins énergétiques qui vont tenir compte de différents coefficients qui vont l'augmenter ou le diminuer pour savoir quelle est la quantité finalement de carburant je dois apporter tous les jours, eh bien pour que l'organisme fonctionne de manière optimale. Les chiens, tout comme les chats, même si le besoin protéique chez le chat est encore plus important puisque c'est un carnivore strict, ils ont des besoins protéiques supérieurs à nos besoins à nous. Nous, on est omnivores et donc ces protéines doivent être couvertes essentiellement par des protéines animales. Alors, petit bémol là encore, parce que ça va dépendre du type d'aliment que l'on va choisir et plébisciter. Au-delà de la protéine animale, ce qu'on veut couvrir, c'est leurs besoins en acides aminés essentiels. Alors, vous savez, les acides aminés essentiels, c'est les petites perles. Une protéine, c'est un grand collier de perles, et les acides aminés, c'est les petites perles. Nous, ce qu'on cherche à avoir dans l'alimentation globale, finalement, c'est plein de colliers de perles, mais surtout des colliers de perles multicolores. C'est ça qui nous intéresse, puisque le chien a un besoin essentiel en 10 acides aminés différents. Donc, c'est toujours l'idée d'apporter une protéine qualitative, au-delà finalement de la quantité. Si on a une quantité de protéines peu qualitative, c'est pas très intéressante, mais il faut en avoir quand même suffisamment.
Les industriels, parfois, ils n'auront pas toutes, ces perles de différentes couleurs, donc ils vont pouvoir apporter, sous la forme d'acides aminés, extérieurs pour qu'il y ait tout ce qu'il faut dans l'alimentation. En ration ménagère, on n'a pas cette possibilité-là, donc on va être obligé de choisir dès le départ, des protéines animales de qualité, c'est-à-dire de la protéine musculaire, quelle que soit l'espèce animale. La valeur nutritionnelle est la même que vous preniez du muscle de poulet, du muscle de poisson, du muscle de porc ou du muscle de bœuf, par exemple. Et en fonction de cette choix de protéines animales, eh bien, elle est plus ou moins grasse. Le poulet, le poisson blanc, c'est très maigre. Le porc, ça peut être beaucoup plus gras, ce qui va nous apporter plus ou moins, là encore, des calories. Un besoin en acides gras essentiels. Donc, le gras, c'est important, hein. Souvent on dit le gras, c'est la vie. Alors, ça apporte beaucoup d'énergie, mais ça rentre aussi dans la constitution de beaucoup de molécules de notre organisme, les hormones sexuelles, la qualité également de la peau, hein, nos parois cellulaires. Eh bien, ce sont des lipides. Donc, si on veut que nos cellules fonctionnent le mieux et qu'elles se multiplient, il va falloir leur apporter des lipides membranaires. Donc, le gras, c'est vraiment très important. Le nutriment qui est pas essentiel, on l'a dit tout à l'heure, ce sont les glucides, dont l'objectif n'est tant d'apporter que de l'énergie. Donc, notre animal a des besoins énergétiques importants, mais beaucoup de glucides. Il n'y a pas de besoin énergétique important, on n'en met pas du tout. Dans une ration, on apportera également une quantité de fibres, qui là encore va être variable en fonction du transit de l'animal. Mais souvenez-vous bien que plus on met de légumes, certes, la satiété peut être meilleure, mais c'est pas vrai dans tous les cas quand même. Et puis le transit peut être plus ou moins rapide. Donc là encore, il faut tester cette quantité de différentes fibres. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle les macronutriments. Et puis après, il y a tous nos oligo-éléments, nos minéraux, nos vitamines que l'on va mettre dans l'alimentation. La part de chacun de ces différents ingrédients va complètement dépendre de l'animal. J'ai un jeune chiot en croissance, les besoins énergétiques sont très importants, les besoins protéiques sont très importants. J'aurai donc une ration beaucoup plus riche en viande que sur un animal âgé qui a des reins qui fonctionnent un petit peu moins bien. Eh bien, dans ce cas-là, la ration sera moins riche en protéines, par exemple. Donc, à chaque fois, eh bien, on va calculer ces différents ingrédients pour apporter les nutriments nécessaires à l'instant T, j'aurais tendance à dire. OK. Autre question, je fais suite directe. Voilà, on a dit qu'il y avait plusieurs protéines animales qui étaient possibles, que ce soit du poisson, de la viande. Question bête, est-ce qu'il faut varier les repas si on passe sur, de la ration ménagère? Est-ce que c'est bien de varier les repas? Alors, on n'aura pas d'intérêt nutritionnel supplémentaire de varier les repas. Si la ration qu'on vous a proposée, elle est complète et équilibrée, votre chien peut la manger tout au long de sa vie jusqu'à la prochaine réévaluation nutritionnelle. L'autre option, c'est de se dire, tiens, j'ai envie de lui faire plaisir, donc à ration égale, équilibrée, complète de la même manière, eh bien, on peut avoir un parfum poulet, par exemple, ou un parfum poisson blanc, si on est sur une ration, par exemple, un peu moins riche en calories. Mais dans l'idée, c'est d'apporter tous les jours une ration complète et équilibrée. Alors sur le barf, parfois, hein, l'idée c'est d'avoir un équilibre nutritionnel sur la semaine. Là, il faut bien maîtriser tout ça parce que le risque, eh bien, c'est que à terme, on ait un des nutriments qui puisse être manquant ou au contraire en excès, parce que c'est tout aussi délétère. Trop de calories, du surpoids, mais également trop de certains types de vitamines, eh bien, ça peut être toxique. Donc vraiment, c'est important. Plus de facilité, j'aurais tendance à dire, c'est de rester sur le même type d'aliments. Et puis là encore, on l'a évoqué tout à l'heure, ça dépend un peu des chiens. Et puis il y en a qui vont vous faire un petit peu la comédie. Et je préfère tel parfum, tel parfum. Donc voilà, des fois les propriétaires sont un peu dépités parce qu'ils savent plus quoi donner, ils ont tout essayé, puis l'animal ça va jamais assez bien. Or, on sait quand même que déjà la ration ménagère c'est gold standard. Côté appétence, on peut quand même pas faire beaucoup mieux. Donc voilà, ne vous laissez pas trop avoir non plus par leurs petits yeux tristes, sachant que déjà ils ont une alimentation, je dirais optimale, sur l'aspect appétence, voilà, plaisir de manger, et cetera. Ah oui, bien sûr. Et sinon les os dans cette histoire, est-ce qu'on peut donner des os à son chien? C'est quoi les avantages? C'est quoi les risques? Je sais que pour du barf, il y en a certains qui le recommandent pour le calcium. Quel est ton regard toi là-dessus? Sur les os? Alors je ressors ma petite casquette de vétérinaire et moi en tant que vétérinaire, je ne peux pas conseiller de donner des os puisque j'ai les mêmes clients qui reviennent le samedi soir à 1h du matin après le barbecue pour me dire: «Ah, il y a une occlusion avec des os». Donc on n'a pas énormément, il y a beaucoup plus de chiens qui mangent des os, ils sont pas tous oclus,
Mais décemment, c'est pas mon rôle de vétérinaire de pouvoir conseiller l'administration des eaux en sus d'une alimentation qui serait déjà complète et équilibrée. Oui, dans le principe du BARF, effectivement, on donne des os pour apporter principalement le calcium qui va équilibrer le phosphore présent dans la viande. Alors là aussi, il faut pouvoir bien le mesurer. C'est pas toujours facile. S'assurer que l'animal mâche correctement et bien se dire que l'absorption de calcium au niveau digestif n'est possible puisque ça passe à travers la paroi intestinale, n'est possible que si ce calcium est tout petit physiquement. Donc dites-vous bien que le calcium présent dans l'os va pas traverser la paroi intestinale si facilement que ça. Et aller mesurer le calcium dans le sang n'est malheureusement pas un bon reflet de la nutrition calcique de l'animal. Donc ça ne sert à rien de faire des prises de sang, on n'aura pas l'information. Donc si on veut apporter du calcium, c'est plutôt sous la forme d'une poudre. Je sais que dans le BARF, certains broient des coquilles d'œufs, par exemple. Ça me semble plus intéressant sur l'apport en calcium que de donner des os et pour lequel en plus on n'aura pas ce risque d'occlusion. OK, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, hein, pour toutes ces réponses. Voilà, c'est très passionnant, très utile pour celles et ceux qui veulent prendre soin de leur chien et aussi de leur chat. On en a parlé un petit peu. Et toi, de ton côté, est-ce que tu peux nous parler de tes services, de ce que tu proposes? Si tu fais des consultations, tu fais du coaching nutrition, voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu proposes? Donc mon activité vétérinaire aujourd'hui, elle se décompose en 4 piliers. La première, c'est mon métier, vous avez vu, j'ai sorti souvent ma casquette, de vétérinaire, donc c'est vétérinaire, consultante en nutrition, où je reçois en consultation des animaux en bonne santé ou malades avec un diagnostic pour pouvoir adapter leur ration alimentaire. Je suis très impliquée également dans la formation en nutrition de la profession vétérinaire au sens large, des vétérinaires et des assistantes, mais également, il m'arrive régulièrement d'intervenir pour des éducateurs canins ou également des éleveurs. Et puis parce qu'on ne peut pas bien conseiller un aliment sans savoir un petit peu comment ça se passe et ça fonctionne derrière, j'accompagne aussi des industriels sur la partie recherche et développement de certains produits, aliments complémentaires, et bien pour bien comprendre aussi les contraintes industrielles. Souvent aujourd'hui, on critique beaucoup les produits non parfaits. Et pour moi, c'était important de comprendre ce qui se passait derrière et que pourquoi ça n'existe pas l'aliment parfait, l'aliment complémentaire parfait. Eh bien, parce que parfois, voilà, il y a des produits qui se mélangent pas, il y a des choses dont le sourcing est compliqué. Aujourd'hui, on fait aussi attention en pet food à cet aspect développement durable et écologie. Donc voilà, ça c'était très intéressant. Et puis nouvellement, une boutique en ligne qui vous permet de retrouver de manière spécifique et personnalisée des produits pour vos animaux. C'était important pour moi en tant que vétérinaire aussi de pouvoir expliquer comment ça fonctionne aux propriétaires et pouvoir l'orienter au mieux dans les achats. Parce que sinon on se retrouve dans ces méandres de internet et on ne sait pas avec l'offre pléthore de produits aujourd'hui, bien comment s'y retrouver. Donc vous pouvez retrouver sur cette plateforme-là, tout un tas d'informations pédagogiques pour mieux comprendre comment fonctionne votre animal et du coup pouvoir mieux consommer pour lui. Du coup, tu me lances une perche. S'il y a des propriétaires, je sais pas, de chiens ou de chats basés à La Réunion ou alors des professionnels, des vétérinaires ou autres, comment on peut te retrouver? Tu as un site internet, quel est son nom? Comment on peut te retrouver? Ah, vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le site www.vetfornuts.com et donc vous aurez la possibilité de pouvoir prendre un rendez-vous pour qu'on puisse échanger à distance sur les besoins nutritionnels de votre animal. Il y a un blog, vous trouverez plein d'informations, des actualités en formation pour les professionnels. Donc voilà, vous ne devriez pas être déçus et trouver des réponses à vos questions. Sinon, contactez-moi et je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la description de cette vidéo, de ce podcast ou autre. Voilà. Vous aurez tous les liens si vous souhaitez aller voir ce que propose Maud. Et puis, moi, je pense qu'on arrive sur la fin de cet échange. Je tiens à te remercier, Maud, pour le temps accordé, pour tes réponses et cet échange. Écoute, je te propose qu'on se quitte là-dessus. Un grand merci à toi. Et puis, Un grand au merci. plaisir de, ouais. Un plaisir de Et puis au parler plaisir nutrition, de, puis moi je m'arrêterai pas donc on vous donne peut-être rendez-vous pour une prochaine fois. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. carrément, je demanderai à la communauté Babine s'il y a d'autres questions et potentiellement, pourquoi pas, refaire un format comme celui-là. En tout cas, merci Avec beaucoup pour ton plaisir. temps et pour tes réponses. Et puis, À très bientôt, on se dit Merwan. à tous à bientôt.